tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Smart Éducation, votre rendez-vous dédié à l'éducation de demain, aux nouvelles formations, nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, mais également aux nouvelles technologies de l'éducation. Comme chaque mois, désormais, nous ferons un focus sur une actualité du monde éducatif. Aujourd'hui, cette fameuse heure hebdomadaire de renforcement en français ou maths, annoncée en janvier dernier par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Elle est désormais obligatoire depuis cette rentrée pour tous les élèves de 6e. Les derniers chiffres du ministère parlent d'eux-mêmes. À l'entrée au collège, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français, près d'un tiers en mathématiques. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance. Nous dirons également dans cette émission un mot sur le dispositif Devoirs faits, rendu lui aussi obligatoire et censé réduire les inégalités devant les apprentissages. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du SNALC, syndicat national des collèges et lycées. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation pour parler de tous ces sujets, notamment cette heure de renforcement. Jean-Rémy Girard, pourquoi la marche d'entrée en 6e, elle est aussi difficile pour certains élèves ? C'est pas forcément la marche d'entrée en 6e qui est difficile, c'est que des élèves ont déjà un certain nombre de lacunes et que plus on monte dans le système scolaire et plus ces lacunes, deviennent problématiques. Et en fait, souvent, c'est qu'on étudie ce qui se passe en fin de CM2 ou en début de 6e, mais souvent, les élèves ont des lacunes assez similaires en 5e ou en fin de CM1. Et on a tendance d'ailleurs à dire c'est la marche entre le CM2 et la 6e qui est trop dure pour expliquer ça. C'est probablement pas la vraie raison. Quelle est selon vous alors l'origine du problème ? C'est vrai que l'ancien ministre pointait du doigt un temps de rédaction en classe trop faible. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, que n'a-t-il augmenté les horaires de français ? Effectivement, on a beaucoup de difficultés à l'école primaire. Les collègues professeurs des écoles, puisque au SNALC on syndique aussi les professeurs des écoles, nous le disent, c'est de plus en plus difficile de faire classe. La gestion de classe devient plus compliquée. La taille des classes, notamment en CM1 et en CM2, a plutôt tendance à être importante, puisqu'on a mis l'accent sur le CP ou le CE1, mais du coup, après le CE1, souvent, c'est compliqué. Il y a une gestion de l'école inclusive au rabais aussi, où parfois les professeurs des écoles doivent être au four et au moulin, s'occuper d'un élève spécifique, puis d'un autre, et en même temps, il y en a 28 autres, parfois, qui sont là aussi. Et effectivement, on a eu quand même tendance à réduire, réforme après réforme, les horaires de français, ce qui n'aide pas non plus à prendre le temps avec les élèves pour leur faire acquérir tout ce qu'ils doivent acquérir. On va parler, Jean-Rémy Girard, logistique, mise en place de cette heure de renforcement. Pourquoi, selon vous, il a-t-il fallu passer par la suppression d'une matière, en l'occurrence en 6e, c'est la technologie, qui sera désormais enseignée à partir de la 5e, pour mettre en place cette heure de renforcement ? On n'aurait pas pu faire autre chose ? On aurait pu ne pas supprimer la technologie. Nous, on ne pense pas au SNALC que ce soit les cadences infernales. En classe de 6e, on a des emplois du temps. Parfois, les élèves sont libérés le vendredi à 11h30. Donc, c'est pas non plus le bagne, la classe de 6e. Donc, honnêtement, mettre une heure de français, une heure de mathématiques en plus, éventuellement en les mettant à groupe à effectif réduit ou en les mettant une heure quinzaine, comme ça, on aurait pu faire quelque chose. Le truc, c'est que ça aurait coûté plus d'argent et plus de moyens humains et que d'autre part, on le sait très bien parce que le ministère ne s'en est pas caché finalement vis-à-vis de nous. S'ils ont supprimé la technologie, c'est parce qu'ils ont du mal à trouver des professeurs de technologie. Donc, ils réduisaient l'horaire global de technologie. Comme ça, les professeurs de technologie, finalement, pouvaient être plus nombreux sur les niveaux 5e, 4e et 3e. C'est horrible, puisque, en fait, on fait passer une réforme de gestion des ressources humaines, je vais presque dire de plan social, pour une mesure pédagogique, alors que la technologie avait tout à fait sa place en 6e depuis très 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 longtemps dans notre système. Et d'ailleurs, elle est travaillée en CM1 et en CM2. C'est vrai que ça fait bizarre d'un seul coup d'avoir un an de trou. Alors même d'ailleurs qu'on est en train de mettre en place la certification numérique PIX en classe de 6e et qu'a priori la technologie était probablement la meilleure matière pour travailler ça. Par qui ces heures seront-elles assurées alors, cette fameuse heure hebdomadaire de renforcement ? Alors, elles seront assurées à minima par des professeurs de français et de mathématiques du collège, plus exactement de français ou de mathématiques, puisque c'est pas forcément les deux. C'est l'un ou l'autre. Il y a déjà des tas d'organisations différentes qui sont en train de se mettre en place. Et s'ils signent le pacte en prenant cette mission-là, par des professeurs des écoles qui viendraient parfois en collège pour assurer des heures de soutien. En gros, la taille des groupes
va dépendre du fait que les professeurs des écoles signent ou non le pacte. S'il y a des professeurs des écoles qui signent le pacte et viennent faire ça, on va pouvoir dédoubler peut-être des groupes. Si aucun professeur des écoles ne signe le pacte, et on a déjà des retours de cette nature. Donc on l'a entendu, c'est sur la base du volontariat, Jean-Rémy Gérard, c'est ça? C'est sur la base du volontariat pour les professeurs des écoles. Pour les professeurs de collège, ça fait partie du temps de service et à la grille horaire des élèves. Donc ça a été prévu qu'il y ait un professeur de français ou un professeur de mathématiques, ou parfois un professeur d'une autre discipline, parce que c'est aussi possible que le français soit enseigné par un professeur d'histoire géo et les mathématiques par un professeur au hasard de technologie. Voilà, pourquoi pas, hein, on n'arrête pas le progrès. Voilà. Tout est un peu possible. Généralement, c'est un professeur de français ou de mathématiques qui est positionné dessus. Et pourquoi on a besoin des professeurs des écoles pour assurer cette heure de renforcement? On l'a un peu entendu dans votre réponse là. Si on est prêt à aller chercher un prof d'histoire géo pour enseigner cette heure de renforcement français, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Mais est-ce qu'ils vont être assez nombreux à être volontaires? Alors non, ils ne seront pas du tout ils sont pas du tout assez nombreux pour être volontaires. On a des collèges où on sait déjà qu'il n'y aura pas de professeurs des écoles. On n'avait pas spécialement besoin d'aller chercher les professeurs des écoles qui ont déjà énormément de travail. Je rappelle qu'ils travaillent en moyenne 43 heures par semaine, les professeurs des écoles. C'est qu'ils ont des conditions de travail qui se dégradent très très fortement. Et on n'avait pas spécialement besoin. C'était pour leur vente du pacte, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des missions qui puissent être prises par les professeurs des écoles. Et la mission la plus facile, j'allais dire, à organiser pour les professeurs des écoles, c'était de leur dire tenez, venez faire du soutien en 6e, ce qui est horrible en termes de logistique. Parce qu'à ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette heure de renforcement, elle n'est pas prévue en CM1 ou en CM2, quoi, en fait. Oui, mais ça aurait effectivement voulu dire augmenter l'horaire élève, ce qui est compliqué aujourd'hui, puisqu'on a un horaire de 24 heures qui est dans plus de 80% des villes qui sont à la semaine de 4 jours, 6 heures par jour. Il y a en plus déjà 2 heures d'accompagnement, ce qu'on appelle les APC dans le jargon. Donc les professeurs des écoles, ils sont déjà complètement pleins au niveau de l'emploi du temps. C'est très compliqué de rajouter des heures à l'école primaire sans rajouter des demi-journées, en fait. Vous disiez tout à l'heure... par petits groupes, par niveau, voilà, comment ces heures vont-elles s'organiser? Alors, c'est très précisément écrit dans un décret, ça veut dire que normalement c'est obligatoire. Ce n'est pas forcément des petits groupes, puisque si on n'a que le professeur de français, du coup il prendra un groupe de la taille d'une classe. Et alors non, il ne prendra pas toute la classe, puisqu'il est obligatoire de mélanger les élèves de plusieurs classes pour fabriquer ces groupes, parce que le ministère ne voudrait surtout pas que le prof de français ou le prof de mathématiques puisse faire cours de français ou de mathématiques à ses propres élèves. Donc il impose de mélanger les élèves de plusieurs classes pour qu'on soit sûr d'avoir des élèves qu'on ne connaît pas. Et ce qui en plus complexifie l'organisation du collège, c'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs classes dans l'emploi du temps sur le même créneau horaire, que ces créneaux horaires, pour beaucoup d'entre eux, on les a placés le mercredi matin, pour laisser la possibilité aux professeurs des écoles de venir s'ils signent le pacte, sauf que certains, du coup, ne signent pas le pacte, et du coup, on s'est imposé des contraintes d'emploi du temps, en plus, pour rien. Et puis pédagogiquement, c'est n'importe quoi. Obligé de mélanger les classes et de mélanger les groupes comme ça, laissez-nous travailler, on connaît nos élèves. Je pense que le plus simple, c'est quand même que le professeur ait ses élèves et qu'il les aide. C'est probablement beaucoup plus facile que d'imposer d'avoir des élèves qu'on ne connaît pas, 1 heure par semaine, et peut-être même pas les mêmes pendant toute l'année. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ces fondamentaux qui ne sont pas acquis, en tout cas à l'entrée en 6e, selon vous, sur quoi ces enseignants vont devoir insister, ou en tout cas, est-ce qu'on leur a donné des choses précises, dictées, conjugaisons? Voilà, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, il y a des directives, on va dire, mais qui ne sont pas forcément, elles, obligatoires. Donc, en fait, chaque collège va faire à sa sauce aussi. Il y a effectivement une directive en français sur ce qu'on appelle la fluence, c'est-à-dire la capacité à lire vite et bien, on va dire, à lire plus de mots par minute. Il y a effectivement un travail qui peut être fait sur la grammaire, sur l'orthographe. C'est des domaines dans lesquels, effectivement, les élèves sont souvent très fragiles. Je reste assez poli en disant ça. Mais, une fois encore, on est 1 heure par semaine, on est dans des groupes qui feront peut-être 28 ou 30. On ne va pas faire des miracles, de toute façon. On ne va absolument pas faire des miracles avec cette heure, qui d'ailleurs sera peut-être pas 1 heure de français, elle sera peut-être 1 heure de mathématiques, et du coup, ils n'auront pas de français en plus. Vous êtes professeur de français, mais côté mathématiques, quels sont les acquis, les fondamentaux non acquis, justement, aussi? Alors, en mathématiques, la situation est même
encore plus grave qu'en français, j'allais dire, et pourtant en français elle est déjà pas très bonne, c'est effectivement tout ce qui est du domaine de l'opératoire, poser des opérations, faire du calcul mental, tout ce genre de choses, et tout ce qui est l'acquisition du raisonnement mathématique. Voilà, on a aussi parfois, j'allais dire, des difficultés qui sont liées d'une discipline à l'autre, c'est-à-dire qu'en mathématiques on travaille beaucoup sur des problèmes, et pour savoir quelle opération il faut poser, il faut avoir compris ce qu'on vous demandait dans l'énoncé. Pour comprendre ce qu'on vous demande dans l'énoncé, il faut maîtriser le français. Jean-Rémy Gérard, est-ce que selon vous, il ne faudrait pas plus largement réviser le programme, l'alléger, voire le brevet? Je crois que le ministre, à l'époque, l'avait souligné lors de ses annonces. Alors, il ne faut pas alléger le programme. Les programmes de collège en français et en mathématiques ne sont pas particulièrement lourds en eux-mêmes. Il faudrait peut-être déjà le réorganiser en années, parce qu'actuellement, on a des programmes de cycle de 3 ans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en 6e, on ne sait pas forcément très bien ce qui s'est passé en CM1 et en CM2, donc du coup, on ne sait pas très bien ce qui nous reste à faire, entre guillemets. Nous, on pense que des programmes annuels étaient beaucoup plus simples, partant du principe que les professeurs ont les élèves 1 an devant eux, donc autant avoir un programme annuel qui vous explique ce que vous êtes supposé faire pendant l'année, et vous savez ce qu'ils sont supposés avoir fait les années précédentes. Ça n'empêche pas, évidemment, quand on voit des lacunes ou des difficultés, de travailler dessus. Mais pour ça, des groupes à effectifs réduits obligatoires seraient probablement plus intéressants que cette heure de soutien bizarroïde. J'ai promis qu'on en parlera en début de cette émission. Les devoirs à la maison, l'ancien ministre de l'Éducation nationale pointait du doigt des conditions parfois acrobatiques dans lesquelles les élèves se retrouvent chez eux. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Jean-Rémy Gérard? Et voilà, est-ce que ce dispositif devoir fait, c'est un bon moyen de lutter contre les inégalités à la maison? Alors oui, on partage tout à fait le constat que les conditions à la maison ne sont pas forcément bonnes, ne sont pas forcément idéal selon pour beaucoup d'élèves, selon les foyers, selon tout un tas de caractéristiques diverses et variées. Donc c'est une réalité. Devoir fait, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Nous, au SNALC, on est favorable à ce dispositif. On trouve qu'il fonctionne plutôt bien. La seule difficulté qu'on peut avoir, c'est que on ne peut pas forcément, entre guillemets, imposer à un élève ou à une famille le dispositif devoir fait. En revanche, on ne comprend pas la solution qu'a retenue le ministère, qui est de le rendre obligatoire pour tout le monde en 6e. Déjà, il y a des élèves qui n'ont absolument pas besoin de devoir fait. Et d'autre part, c'est obligatoire pour les élèves, mais ce n'est pas obligatoire pour les enseignants. Parce que là aussi, il faut faire des heures en plus volontaires ou signer ce fameux pacte. Donc si on n'a pas assez d'enseignants, les groupes actuels de devoirs faits qu'on avait, qui étaient plutôt de l'ordre de 8 élèves, 10 élèves, où on pouvait vraiment travailler avec chaque élève sur ses difficultés, parfois à comprendre le travail à faire aussi, et bien d'un seul coup on va peut-être se retrouver avec un paquet de 25, et là en fait c'est une heure de surveillance, ce n'est plus une heure d'aide aux devoirs. Merci Jean-Rémy Gérard d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes professeur de français et président du SNALC, syndicat national des collèges et lycées, et donc... Et des écoles. Et des écoles aussi également. Merci beaucoup Jean-Rémy d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite dans un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart. Ciao.